Souvent, je m'étonne des silences qui existent dans les amitiés entre hommes. Lorsqu'un ami se confie sur ses doutes, ses joies, ses peines et que je lui demande « Et tes potes, ils ont dit quoi ?» La plupart du temps, la réponse est « On parle pas de ces choses-là ». Comme si la virilité dépendait en grande partie du silence qu'on place autour de ses émotions. Comme si chercher du soutien auprès d'autres hommes était signe de vulnérabilité. Ne pas se laisser déchiffrer, devenir impénétrable à autrui. Et si, au lieu de cultiver ces injonctions culturelles et sociales, les hommes valorisaient leurs émotions, prenaient soin les uns des autres. Alors que les discours masculinistes prennent de plus en plus de place, de nombreux espaces se consacrent aux masculinités positives. Voilà notre thème de ce soir. Bonsoir. Et j'ai à mes côtés Kaboté Tchangala. Vous êtes cofondateur de Black Men Sharing, des espaces d'échange et de réflexion dédiés aux hommes noirs. Vous organisez notamment des cercles de parole, mais d'autres événements également. André Chapat, bonsoir. Vous faites partie de la SBL Liminal qui organise ce week-end les 22 et 23 mars, la toute première édition du Festival des masculinités positives. Vous y animerez notamment un atelier de tactilité pour se découvrir soi et les autres à travers les gestes et le toucher. On y reviendra. Baxter, bonsoir. Baxter Alter, vous êtes artiste et performeuse. Vous êtes également impliquée dans la programmation et médiation de festivals culturels. On pense notamment à Homographia. Et une fois n'est pas coutume, messieurs, je vais vous demander de faire en faisant un petit tour de table, la définition pour vous des masculinités positives. Je commence avec vous, Kaboté. Alors, je ne vais pas donner une définition, mais pour moi, c'est la bienveillance et être un espace sécuritaire pour soi et pour autrui. Baxter ? Je dirais qu'en partie, ce serait une masculinité qui prend conscience de son hégémonie. Ouais, de mon côté, je le vois comme ayant trois aspects. C'est une masculinité qui est bien pour soi-même, bien pour les autres et bien à long terme, donc de manière indéfinie. Et qui doit être renouvelée, reconstruite ? Oui, ouais. Important surtout ça. Ouais, c'est de ça dont on va parler. Kaboté, je le disais, chez Black Men Sharing, vous organisez autant des podcasts qu'on peut découvrir sur YouTube que des cercles de parole ou encore des événements publics. À quel moment est-ce que vous avez ressenti ce besoin d'organiser ces événements, de vous rassembler pour pouvoir libérer une parole ? Alors, ça a commencé vraiment d'abord entre trois amis qui se parlaient le soir, etc. Et on s'est rendu compte qu'on avait tellement de choses à se dire et qu'on n'avait pas toujours l'opportunité de le faire dans notre cercle privé. Et on s'est dit, mais tiens, pourquoi pas créer cet espace-là ? Parce que si on a ce besoin-là, peut-être que les gens autour de nous aussi en ont besoin. Et avec l'aide d'un thérapeute qui s'appelle Armand Kumbakisaka, qui nous suit toujours, on anime des cercles de parole où on apporte des pistes de réflexion et être un espace sécuritaire pour les hommes noirs qui sont à même de venir et de participer. Et il y en a beaucoup. Donc, Et vous abordez quel type de thématiques, par exemple ? On aborde toutes les thématiques, notamment la masculinité, aussi la parentalité, l'identité et aussi la sexualité. Donc, vraiment, on essaye d'aborder tout ce qui porte à la réalité d'être un homme noir en Belgique. Baxter, il est difficile de parler de la masculinité. D'ailleurs, le festival porte le nom au pluriel, les masculinités positives. Sans doute aussi parce que la masculinité renvoie à la masculinité dominante qu'on va percevoir comme violente, qui doit être virile. Quelles sont selon vous les injonctions de cette masculinité-là, justement ? Je pense qu'en tout cas, la masculinité dans laquelle on grandit, dans cette société actuelle, son but, c'est de perpétuer justement tous ces codes. C'est là où on commence à déranger, quand on décide de faire autrement, quand on décide de sortir de la norme patriarcale et suprémaciste. C'est là où on commence vraiment à devenir un problème
pour cette continuité un petit peu. Il y a des codes à la masculinité telle que la société occidentale ici, parce qu'on parle d'un point de vue aussi, a pu la construire? Bien sûr qu'il y a des codes, il y a des codes, il y a des habitus aussi à la masculinité, comment se tenir, comment agir en public, comment ne pas agir aussi à certains moments, le timbre de sa voix, les mots qu'on utilise, il y en a énormément en fait pour qu'on ait la possibilité d'être reconnu comme un homme respectable. André, ce festival qui va se tenir justement ce week-end et dont on voit l'affiche derrière nous, il est né de quel constat? Ça fait quelques années que j'ai remarqué qu'à Bruxelles, qu'il y avait toute une série d'initiatives différentes qui abordaient cette question des masculinités. Et chacune d'entre elles a vraiment sa particularité et sa méthodologie, beaucoup liée aux personnes qui l'organisent, mais aussi face à la connaissance sur laquelle qui est développée par ces initiatives même. Des initiatives qui vont justement aller à contre-courant de ce qu'on vient de citer comme injonction faite ou imposée en fait par cette masculinité très patriarcale qui a aussi des conséquences sur la manière dont les personnes qui se sentent hommes la vivent. Oui, mais ce n'est pas seulement en réaction à, c'est aussi une nouvelle étiquette qui est en train de se développer face à des nouvelles attentes et des nouveaux besoins qui sont dans notre société actuellement. On est dans un moment de transition où les manières de faire datant ne conviennent plus vraiment. Et du coup, il y a toute une série de groupes de gens qui se mettent ensemble pour essayer de définir qu'est-ce qui leur convient maintenant. Et ça passe notamment par les groupes de parole, ces cercles de parole que vous organisez. Et vous n'êtes pas les seuls à les organiser, ces cercles de parole. Il y en a en fait plusieurs, que ce soit à Bruxelles, en Wallonie. Et ils ont d'ailleurs fait l'objet de 5 mini-films qui vont être diffusés lors du Festival des masculinités positives. C'est un projet initié par la SBL Corps et Cris et qui a été réalisé par Manuel Hanot. Je suis allée le rencontrer. Je vous propose de découvrir les images. C'est une expérience quand même assez extraordinaire, je pourrais dire, de rencontrer des hommes en cercle qui s'écoutent les uns les autres, qui sont dans une forme de soin, de partage d'intimité. J'avais jamais vécu ça en fait. Je suis Manuel Hanot, je suis réalisateur. Corps et Cris, qui est une ASBL féministe de Louvain-la-Neuve, m'a proposé de réaliser 5 films autour des nouvelles masculinités et autour de pratiques qui permettent de questionner les injonctions dans lesquelles les hommes ont grandi. À travers nos conversations, des lectures, mais j'ai réalisé qu'il y avait bien plus que cela au niveau d'une société patriarcale et qu'il y avait une prise de pouvoir encore de manière plus subtile de la part des hommes dans notre société. Ça me renvoie à des propres questions, notamment par rapport à moi. Est-ce que moi-même je suis violent? Il y a 5 films qui se déroulent à l'intérieur d'ateliers d'écriture, de cercles de parole, de cercles de tactilité, donc un endroit où des hommes apprennent à considérer leur corps, à considérer le corps des autres. Mon rapport au toucher, moi je sais que j'en ai manqué beaucoup dans mon enfance. Mes parents n'étaient pas tactiles du tout. Mon frère était très tactile, mais avec le bout des poings. Je crois que le fait d'écouter aussi d'autres hommes parler de leurs problématiques de colère, de tristesse, de jalousie, d'échec, je pense que c'est des espaces qui sont assez libérateurs de ce point de vue-là. En fait, on se cache quand on ne va pas bien. C'est très difficile d'en parler. On nous a appris à ne pas en parler parce que c'est pas ça qui était valorisé pour être viril, pour être masculin. Donc finalement, ces espaces, pour moi, sont essentiels comme une partie de la transformation vers une société plus inclusive, plus égalitaire. Caboté, je le disais en introduction, de mon point de vue, en tout cas, j'ai l'impression que les hommes ne se parlent pas entre eux, ne se confient pas. Manuel le disait aussi là dans le reportage. Comment est-ce que vous l'expliquez, vous? Baxter l'a bien dit, c'est les codes, souvent.
Le fait qu'on attend d'un homme à répondre à des attentes, etc. Maintenant, chez nous, il y a l'aspect aussi culturel, où on attend beaucoup d'un homme par rapport à la famille, par rapport à ce qu'il représente. Et de ce fait, on s'isole, parce qu'on va partager peut-être nos victoires, mais nos échecs, on ne va pas les partager. Et ces cercles de parole sont très importants parce que ça nous permet d'humaniser chaque personne et se dire que nous ne sommes pas infaillibles et qu'on partage certes nos échecs ensemble et nos victoires aussi. Donc je dirais que le plus gros problème, je pense que c'est les attentes. Je pense que c'est ça. Et encore une fois, la vision que l'on a de la masculinité aussi. Et savoir qu'un autre homme vit aussi la même chose que moi et qu'il les partage dans un espace sécuritaire où il sait qu'il ne va pas être jugé pour ça, ça permet de se libérer d'un poids et de voir l'homme derrière l'image. Donc, c'est ça. Il y avait l'un des éléments, en regardant ces mini-films tournés par Manuel Anneau, l'une des réflexions, c'était de se dire que c'était aussi une charge mentale dans les couples hétérosexuels pour la femme d'être en fait cette écoute active. Et ça fait aussi partie du lien dans un couple, évidemment, de partager ses joies, ses peines. Mais à partir du moment où les hommes ne vont se confier qu'à l'intérieur du couple ou auprès de ses amies féminines, ça crée en fait un déséquilibre en termes de charge, je sais pas, thérapeutique, émotionnelle. Oui, effectivement. On se rend compte que aussi, il y a aussi ce problème-là, c'est de savoir comment vais-je amener ce que je ressens. Déjà, le rapport à soi. Parce que c'est bien de parler, mais surtout, quel est le rapport que j'ai vis-à-vis de moi-même par rapport à tout ce que j'ai, tout ce que je vis. Est-ce que je peux me comprendre? Et avoir un autre référent masculin, une image, une personne vis-à-vis de laquelle on va pouvoir s'identifier et se dire, OK, cette personne-là a vécu ça, et elle est capable d'entendre, d'écouter et surtout de répondre en fait à tout ça et comprendre la charge que j'ai. Parce que si on dit simplement oui, mais ne t'en fais pas, tu peux ressentir, libère-toi, etc. Mais que cet homme-là ne se permet pas de parler. C'est parce qu'il y a l'attente aussi, le poids que une femme n'est peut-être pas à même de comprendre, tout comme un homme n'est peut-être pas à même de comprendre une femme sur d'autres choses. Et voilà pourquoi c'est important d'avoir des cercles où on a des personnes qui vont pouvoir aussi nous comprendre et apporter aussi des pistes de réflexion aussi. Je vous voyais hocher de la tête, Baxter, sur notamment la réaction sur les attentes de la société, aussi des attentes culturelles. Oui, les attentes, forcément, ça me fait réfléchir parce que, bon, au niveau des structures hétérosexuelles, je serais assez mal placé pour répondre, mais l'hétéronormativité, elle existe quand même, et les attentes, je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est qu'elles sont partout, qu'elles soient dans l'espace public ou dans l'intimité. Elles s'infusent, en fait. Ces codes-là sont là depuis tellement longtemps qu'elles sont infusées partout. Et c'est vrai que c'est difficile de savoir la manière dont on nous regarde et quelles sont les attentes qui vont derrière. Même si parfois on n'en a pas envie. Il y a des choses qui sont tellement présentes dans nos quotidiens depuis notre naissance, mais de manière intergénérationnelle aussi, que même si on n'en a pas envie, parfois, on est quand même dans ces systématismes-là. Et c'est ça qui devient intéressant dans le travail, en fait. C'est de comprendre tout ça pour venir... déjà, juste les comprendre, les analyser, prendre du recul dessus. Les conscientiser. Ouais. Les conscientiser. Et la déconstruction, elle n'est pas juste là pour tout détruire. Elle doit être productive et inventive. C'est comme ça qu'on a la possibilité de recréer et de ne pas juste laisser des ruines derrière. C'est juste de pouvoir reconstruire ensemble en créant l'impossible, peut-être, mais en tout cas en le cherchant, quoi. Créer des liens, se soutenir aussi, ça passe par le toucher. André, vous animez des ateliers de tactilité. Pourquoi est-ce que les hommes ont tant de mal au contact physique ? J'ai l'impression que c'est une compétence qui n'est pas mise en place
de manière systématique dans nos cultures présentes. Je dois noter que cet atelier tactilité, il n'a pas pour but que les hommes sachent se toucher mieux à la fin, mais plutôt qu'ils puissent savoir qu'est-ce qu'ils ressentent quand ils sont dans cet acte de tactilité, de toucher. Alors là, on voit autour de nous des images de vous en performance, donc on est vraiment dans une expression artistique. Les images qu'on voyait lors du petit reportage, ça, ce sont les ateliers que vous réalisez, où vous accompagnez en fait des hommes déjà à comprendre quel est leur lien avec le toucher, ce contact physique. On voit aussi que ça part parfois de l'enfance, de la petite enfance, que ça naît déjà là, parfois des préjugés intériorisés, sexistes, homophobes, qui vont en fait se refléter dans ces liens. Non, on va pas faire un câlin à un pote. Vous le constatez aussi, ça? Oui, c'est qu'on le croie ou pas dans notre tête, le système nerveux, notre corps a sa propre mémoire. Et pour pouvoir dépasser cela, il faut quand même un certain temps pour confronter ces insécurités et de voir qu'on va survivre pour pouvoir s'en sortir. Le travail que vous voyez derrière moi, que j'ai fait avec Hans Müller, qui a le double de mon âge, c'est fait sur à peu près 1 année et quelques. Et ça nous a pris un long temps avant de pouvoir retrouver la simplicité de jouer ensemble comme des garçons. La question était comment redevenir des garçons à nouveau. Et ça a pris un travail quand même de longue haleine pour pouvoir retrouver cette simplicité. Et à partir de ce travail-là, j'ai essayé de créer quelque chose qui est plus accessible et qui crée on va dire des méthodes simples et vraiment exécutables au quotidien pour toute une série de gens qui participeraient. C'est difficile de pouvoir aller à l'intérieur de nous et savoir ce qu'on ressent quand on est lié à quelque chose où ça a été un automatisme plus ou moins toute notre vie. Du rejet, vous voulez dire? Du rejet ou bien de l'insécurité, l'inconfort simplement. L'idée, c'est en ralentissant et en passant plus de temps avec cet inconfort, il y a quelque chose d'autre qui peut émerger, qui est peut-être plus adapté à nous et ce que nous, on a envie. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont peut-être moins tactiles que d'autres, et c'est OK, tant que cette décision vient d'eux et pas de la société de manière automatique. Ouais, c'est très intéressant ce que vous êtes en train de dire là. En préparant cette émission, il faut savoir que je vis un peu avec les thématiques de ces émissions, donc je me balade en rue et je suis forcément un peu plus attentive à certaines choses. Et je voyais par exemple un jeune adolescent qui tenait la main de son père. Et je me dis, à quel moment en fait, est-ce qu'on perd ce contact-là en tant que garçon? À quel moment est-ce qu'on arrête de se faire des câlins, que ce soit avec sa famille, les propres membres de sa famille ou avec ses amis? Et d'un autre côté, je ne sais plus si c'était vous, Baxter, ou vous, André, qui parliez de ce côté très culturel. On est effectivement en train de parler d'un point de vue très occidental, ne serait-ce que dans notre manière de nous dire bonjour, on va être plus ou moins tactile aussi. Enfin, entre hommes, je veux dire. Il y a plus ou moins de tactilité. Ça vous fait émerger des réflexions? Moi, je remarque ça. Le rapport à la tactilité, comme André l'a bien dit, le corps a une mémoire. Je vois par exemple, je n'ai jamais pris, je prends rarement mes frères dans les bras. Mon grand frère, jamais. Mon petit frère, oui. On commence quand on se dit bonjour ou bien quand on se dit au revoir, on se fait un petit câlin. Et dans Black Man Sharing aussi, au départ, nous sommes des étrangers, on se dit bonjour, on se serre la main, c'est très formel. Et après ça, après le moment que l'on a passé, on a créé un espace sécurisant où, à la fin, on se prend dans les bras lorsqu'on se dit au revoir. Et ce moment-là est très, 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 très important. Et maintenant, par rapport à l'enfant et son père, je pense qu'à un moment, c'est le cadre dans lequel nous avons grandi. C'est-à-dire, est-ce que je reproduis? Et voilà où la déconstruction est très importante. J'ai grandi, j'ai reçu des billets. Maintenant, qu'est-ce que je vais... On parle de l'héritage. Qu'est-ce que je vais léguer à mes enfants? De quelle manière je vais les éduquer? Et quel est le rapport que je vais leur apporter par rapport à leur corps, par rapport au toucher, etc.
Parce que on parle du toucher, mais ça renvoie à beaucoup de symbolique. Et c'est plus profond que ça. Et c'est là qu'on voit que l'expression de l'amour, l'expression de l'affection, on commence à toucher différents aspects de celle-ci. Et voilà pourquoi on se retrouve de certaines personnes, voilà, ils sont en relation, je parle dans les relations, même pas hétéronormées ou pas, on voit que le langage de l'amour, par exemple le toucher, etc., on peut avoir du mal, mais on peut l'entendre et se dire, ok, avec mon père, c'était comme ça, j'ai appris comment aborder en fait cela, et maintenant je sais comment l'exprimer, et je fais le choix de l'exprimer, et on parlait du choix aussi. Et donc on se rend compte que au final, nous sommes des structures totalement différentes, mais nous travaillons tous pour le même but, mais de manière différente. Okay. Alors ça fera justement, toutes ces réflexions feront l'objet de différents événements, ateliers, débats, notamment lors du Festival des masculinités positives qui se tiendra ce week-end, 22 et 23 mars, au Grand Carme. C'est dans le centre de Bruxelles, juste à côté du Manneken Pis. Qu'est-ce qu'on trouve au programme ? Alors, on a toute une série de choses différentes. J'aimerais noter déjà que c'est une première édition qui est peut-être un tout petit snapshot, une petite photo comme ça de ce qui se fait. Il y a beaucoup plus qui se fait à Bruxelles, notamment les personnes ici qui ne seront malheureusement pas là pour cette édition, mais une édition future. D'office. Donc, c'est un work in progress. Mais l'idée, c'était quand même d'essayer de rassembler des événements au même endroit, au même moment, et de voir ce qui allait se passer, quoi. Donc on aura des performances, des cercles de partage, des cercles de parole, des tables rondes. On aura un atelier d'activité, des ateliers plus créatifs liés au langage. On aura beaucoup d'ateliers autour de la contraception thermique, qui est une manière sans hormones de permettre aux hommes de réduire leur taux de sperme et du coup de gérer leur propre contraception. Alors, donc, beaucoup d'informations là-dessus aussi. Sensibilisation aussi, alors. Voilà, toute une série d'initiatives différentes. Oui, voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres choses que je pourrais mentionner. Dans tous les cas, en vrai, je vais mettre le lien vers le programme du festival dans l'article qui accompagnera cette émission. J'aimerais, pour un petit mot de fin, peut-être insister sur la différence qu'il y a entre les masculinités et le masculinisme, parce qu'on fait aujourd'hui face à ce qu'on appelle un backlash, un rebond, un retour, une résistance face à l'avancée des mouvements sociaux, des droits des femmes, des minorités de genre. Comment est-ce que, quand vous défendez les positions qu'on vient d'entendre, vous observez cette période ? C'est flippant ? C'est plus positif ? Comment est-ce que vous percevez ça pour terminer cette émission ? Baxter ? Oui, je ne peux pas m'empêcher de quand même trouver ça flippant à certains moments, parce qu'en fait, la parole est beaucoup prise et la place est extrêmement prise par les conservateurs, principalement, et c'est ces personnes-là qui veulent pas lâcher. Et qu'on entend beaucoup. On entend beaucoup, mais vous aussi, là. Ouais. C'est ça aussi, c'est visibiliser aussi. Le nom l'indique par soi-même, quoi. Il y a un refus d'évolution, il y a un refus de compréhension de l'autre en dehors de sa propre zone de confort, peut-être, mais c'est encore très moyenâgeux comme volonté de conserver le masculinisme, en fait. C'est une seule vue, alors que... elles sont plurielles. Mais bien sûr. Et rendons les complexes. Vous êtes là pour nous le démontrer, effectivement. Merci infiniment de m'avoir accompagné lors de cette émission. Merci. Je rappelle très rapidement donc la tenue de ce festival des masculinités positives du 22 au 23 mars. Ça se déroulera au Grand Carme. C'était un plaisir de vous accompagner ce soir. Je mettrai plein de ressources dans cet article qui se trouvera donc sur notre site internet. Je vous souhaite une très belle soirée et vous dis à très vite sur BX1. Salut!